Bonjour à tous. La séance d'aujourd'hui est composée de 3 parties. Dans un premier temps, nous allons étudier l'influence du modèle politique britannique sur la France. Dans un second temps, nous proposerons une conclusion au chapitre sur la monarchie anglaise. Et enfin, dans un troisième temps, nous proposerons une conclusion à tout ce thème sur la construction des États modernes en France et en Angleterre. Nous allons voir ensemble en quoi le Royaume-Uni a constitué une source d'inspiration pour la France et comment ces idées se sont propagées. Pour bien comprendre cette partie, il faut se rappeler d'éléments que nous avions vus ensemble lors du chapitre précédent, lors de la Renaissance. En effet, rappelez-vous, durant la Renaissance, on a des humanistes qui sont des intellectuels qui vont mettre en place ce qu'on appelle la République des lettres. Et bien, depuis ce moment, on a une communication des intellectuels européens et un intérêt qui est porté sur ce qui se passe dans les autres pays. C'est ainsi que les découvertes scientifiques faites dans certains pays vont se propager rapidement dans les autres pays européens, et de même pour les évolutions politiques. Ainsi, certains intellectuels français ne peuvent que vouer une admiration pour le modèle parlementaire qui se met en place en Angleterre au XVIIe siècle. Certains de ces intellectuels vont ainsi faire des comparaisons entre le régime politique anglais et français, afin d'illustrer en quoi le modèle anglais est meilleur que le modèle absolutiste français. Voltaire est un parfait exemple d'un intellectuel anglophile, c'est-à-dire qui aime l'Angleterre et le modèle qu'il propose. Il a grandement contribué à la propagation des idées scientifiques et politiques des Anglais. Voltaire est un écrivain et philosophe du XVIIIe siècle qui a porté les idées des Lumières, c'en était un de ses plus fameux représentants, et par ses écrits et les idées qu'il a propagées, il a eu un rôle dans la Révolution française. Suite à un conflit avec un noble, Voltaire finit emprisonné. Une fois sorti de la Bastille, il décide de s'exiler en Angleterre, et lors de son séjour en Angleterre, il va développer des connaissances et une certaine admiration pour les avancées scientifiques, mais aussi sur le modèle politique britannique. Voltaire a écrit plusieurs ouvrages qui avaient une vocation de vulgarisation, c'est-à-dire de mettre à portée des connaissances scientifiques assez poussées au plus grand nombre. Alors bien sûr, il faut se remettre dans le contexte du XVIIIe siècle, cette vulgarisation s'adressait à une certaine élite qui savait lire et qui avait certaines connaissances. Dans son ouvrage Éléments de la philosophie de Newton, Voltaire essaie de propager et de vulgariser les travaux de Newton. Le frontispice que l'on voit ici résume assez bien la vocation de cette œuvre. Donc le frontispice, c'est une gravure que l'on trouve en face du titre. Dans celui-ci, on peut voir une représentation de la propagation des idées de Newton, qui est représentée en haut à gauche par Voltaire, mais aussi par le biais d'une femme, en haut à droite de la gravure. Et cette femme, c'est Émilie du Châtelet, une mathématicienne et une physicienne française qui avait traduit les propos de Newton, qui les avait développés. Ce personnage nous permet de faire une parenthèse pour mettre en avant qu'au XVIIIe siècle, le rôle intellectuel des femmes se développe de plus en plus. La lumière symbolise le savoir, un savoir qui viendrait éclairer une société qui est aveuglée par l'ignorance. Le miroir que tient Madame du Châtelet symbolise donc ces travaux qui ont permis à Voltaire de réaliser cet ouvrage qui va lui-même propager les idées de Newton au peuple français. Mais Voltaire ne s'est pas contenté de propager des idées scientifiques des Anglais, il s'est aussi évertué à dresser une éloge du modèle politique anglais, notamment le comparant à celui de la France. C'est notamment le cas dans ses Lettres philosophiques, un ouvrage qui est en fait un recueil de lettres fictives qui permet d'aborder des sujets variés comme la religion et la politique. Dans cet ouvrage de 1734, Voltaire dresse une image très positive du régime politique britannique. Regardons ensemble un extrait de ce texte. La nation anglaise est la seule de la terre qui soit parvenue à régler le pouvoir des rois en leur résistant, et qui, d'effort en effort, ait enfin établi ce gouvernement sage, où le prince, tout puissant pour faire du bien, a les mains liées pour faire le mal, où les seigneurs sont grands sans insolence et sans vassaux, et où le peuple partage le gouvernement sans confusion. La Chambre des pairs et celle des communes sont les arbitres de la nation. Le roi est le surarbitre. Le commerce, qui a enrichi les citoyens en Angleterre, a contribué à les rendre libres. Et cette liberté a étendu le commerce à son tour. De là, s'est formée la grandeur de l'État. C'est le commerce qui a établi peu à peu les forces navales par qui les Anglais sont les maîtres des mers. La postérité apprendra peut-être avec surprise qu'une petite île, qui n'a de soi-même qu'un peu de plomb, de l'étain, de la terre à foulon et de la laine grossière, est devenue par son commerce assez puissante pour envoyer en 1723 3 flottes à la fois en 3 extrémités du monde, l'une devant Gibraltar, l'autre à Portobello et la troisième dans la mer Baltique. En France, un marquis peut mépriser un négociant. Je ne sais pourtant lequel est le plus utile à un État.
ou un seigneur bien poudré qui sait précisément à quelle heure le roi se lève, à quelle heure il se couche, et qui se donne des airs de grandeur en jouant le rôle d'esclave dans l'antichambre d'un ministre, ou un négociant qui enrichit son pays, donne de son cabinet des ordres à Surat et au Caire et contribue au bonheur du monde. Le texte commence par une éloge du gouvernement britannique. Voltaire souligne le fait que ce gouvernement soit mis en place grâce aux efforts continus sur un long processus historique que nous avons vu ensemble, des efforts des Anglais pour contenir l'absolutisme du roi, afin que le roi ait une position idéale, c'est-à-dire qu'il soit tout puissant pour faire du bien et qu'il ait les mains liées pour faire le mal. C'est-à-dire que le roi soit assez puissant pour agir, mais pour autant que son pouvoir serve le bien commun et non pas ses intérêts personnels. Finalement, Voltaire présente donc une monarchie qui est parfaitement encadrée, des seigneurs qui sont influents sans pour autant remettre en question le pouvoir du gouvernement, et un peuple qui partagerait le gouvernement. Alors bien sûr, c'est une version idéalisée du gouvernement britannique, mais ce qu'il veut souligner, c'est le contrôle du roi, les seigneurs qui restent importants et la représentativité qui est mise en place à travers le Parlement. Dans le deuxième et le troisième paragraphe, il met en avant les qualités, les atouts de l'Angleterre, à savoir les efforts qui sont mis dans le commerce et la valorisation de cette profession. Il en profite ainsi pour rappeler l'hégémonie maritime de la Grande-Bretagne et l'empire colonial très important qu'il possède. Enfin, la dernière partie, celle qui nous intéresse peut-être le plus, est une comparaison entre la France et l'Angleterre, et plus généralement une critique de certains aspects du fonctionnement politique français. Voltaire critique le dénigrement que font les nobles des marchands en France, alors que ces derniers, selon lui, sont bien plus utiles au développement du pays et du bonheur, selon sa conception, que des nobles qui, encore une fois selon lui, joueraient à un jeu d'esclave pour le roi, à essayer d'attirer les bonnes grâces des ministres ou du roi. Voltaire critique tout simplement la cour française. C'est donc par le biais d'intellectuels comme Voltaire qui s'intéressent à la politique des autres pays que de nouvelles idées vont s'insérer en France et vont avoir un rôle dans la réflexion politique qui vont émerger à des transformations comme celle de la Révolution française au XVIIIe siècle. Enfin, un autre événement de l'histoire britannique qui a beaucoup influencé la situation française, ce sont surtout les dettes accumulées par la France à cause des coûts de la guerre de 7 ans et de l'aide fournie aux Américains lors de la guerre d'indépendance. À cette dernière occasion, ce fut aussi l'occasion pour la France de découvrir les modèles républicains que mettaient en place les indépendantistes, et il est ainsi évident que la participation à ce conflit a influencé les nobles qui ont participé à ce conflit. Ainsi, par la propagation de nouvelles idées républicaines et le développement des droits naturels des hommes, mais aussi avec le développement de dettes qui vont affaiblir la monarchie française, on a un contexte qui va favoriser les remises en cause de la monarchie absolue française et qui vont aboutir, entre autres raisons, sur la Révolution française. Les expériences révolutionnaires de la Grande-Bretagne sont assez inédites pour l'époque moderne. Et ces expériences vont influencer le reste du monde et tout particulièrement la France. C'est ce que nous allons voir dans la conclusion de ce chapitre. Maintenant que nous avons vu les évolutions politiques au XVIIe et au XVIIIe siècle dans le Royaume-Uni et dans l'Empire britannique, on peut essayer de formuler une réponse à la problématique que nous avions posée initialement. En quoi l'expérience du Royaume d'Angleterre pose-t-elle les bases de réflexion révolutionnaire en Europe durant l'époque moderne? Il est intéressant de comprendre que bien que la France soit le pays auquel on associe les droits de l'homme et la Révolution française, ce n'est pas le premier pays européen à avoir pris ce chemin-là, et la Révolution française s'est largement inspirée des phénomènes qui s'est produits au XVIIe siècle dans le Royaume-Uni et au XVIIIe siècle dans les colonies américaines. Revoyons ensemble les principales étapes qui marquent le caractère révolutionnaire de l'histoire politique britannique. Tout d'abord, les évolutions de la monarchie anglaise au XVIIe siècle. On a une opposition aux volontés absolutistes des rois qui se concrétise par la première révolution anglaise et l'exécution du roi en 1649. Donc c'est un événement extrêmement fort, extrêmement marquant. Pour la première fois, un roi est exécuté par les nobles du royaume. C'est donc une véritable révolution qui aboutit sur la législation de l'habeas corpus, un texte fondateur des libertés des individus qui va, encore une fois, réduire le pouvoir de la monarchie. Cette législation qui va encadrer le pouvoir du monarque et défendre les droits de représentation et les droits des individus, elle va être renforcée par le Bill of Rights en 1689 qui met en place la monarchie parlementaire. Là aussi on a quelque chose d'inédit, un gouvernement où le roi ne gouverne pas seul, mais avec une autre institution, ici le Parlement. Le Parlement qui est lui-même une rupture historique
dans le fonctionnement politique européen, puisqu'il s'agit d'un modèle de représentativité qui est certes réduit aux élites urbaines et à la noblesse, mais qui met tout de même en place un système d'élection. Enfin, le conflit entre les colons américains et la couronne britannique aboutit sur la mise en place d'un nouveau régime en 1783, une république américaine née. C'est une révolution donc qui voit le passage d'une monarchie à la république. Et ce processus est aussi un moment de forte production de réflexion intellectuelle et philosophique sur la politique et le droit des hommes, avec notamment l'apparition de nouvelles constitutions et l'établissement de droits naturels des hommes. Par son histoire politique à l'époque moderne, le royaume d'Angleterre a donc posé des bases de réflexion révolutionnaires pour toute l'Europe. Et ces expériences ont largement influencé d'autres pays, et tout particulièrement la France, notamment grâce à la propagation de certains concepts par les intellectuels, mais aussi par le lien fort de toutes les nations et de toutes les histoires nationales, et c'est ce que nous allons voir dans une dernière partie, la conclusion de ce thème sur la construction de ces États modernes. Dans ce thème, nous nous sommes intéressés à la construction des États modernes en France et en Angleterre. Pour conclure cette étude, nous allons avoir une réflexion autour de l'étude simultanée de ces deux espaces pour voir qu'au-delà des histoires nationales, il y a une histoire globale, c'est-à-dire que toute société est influencée par le monde qui l'entoure et que toutes les histoires nationales se construisent par les interactions avec les autres sociétés. Nous allons développer cette idée en répondant à la problématique qui avait été posée au début de ce thème. En quoi les développements des États modernes anglais et français s'influencent-ils mutuellement? C'est-à-dire, en quoi le développement de l'État moderne anglais a-t-il influencé la construction de l'État moderne français et inversement? Revoyons ensemble les processus de construction des États modernes de la France et de l'Angleterre, en commençant par la France. Après un moment de renforcement du pouvoir royal avec François Ier au début du XVIe siècle, la monarchie française est affaiblie dans un contexte de guerre de religion qui voit les nobles du royaume mettre en difficulté la monarchie et causer le chaos dans le royaume pour des prétentions personnelles sous prétexte religieux. À la fin du XVIe siècle, Henri IV marque le renforcement du pouvoir royal en reprenant par la force un contrôle effectif du royaume et en renforçant la fonction législative du roi. À partir de lui, le pouvoir du roi est renforcé, le roi gouverne de plus en plus seul et l'apogée de cette monarchie absolue est concrétisé par le règne de Louis XIV, un roi qui arrive à soumettre la noblesse avec Versailles notamment, qui contrôle tous les aspects du royaume en déployant une administration très élevée et des politiques économiques, mais aussi une politique militaire très active. L'époque moderne en France est donc un moment de construction de l'État monarchique où le roi est absolu. Voyons maintenant le processus de construction de l'État moderne anglais qui présente un schéma très différent. Tout d'abord, le système politique anglais est de base différent, avec la présence d'un parlement qui va s'opposer très violemment aux tentatives de mise en place d'une monarchie absolue par les rois anglais. Cette opposition a abouti sur l'exécution de Charles Ier en 1649 et de premières lois visant à limiter le pouvoir du roi. Face à une deuxième tentative de mise en place d'une monarchie absolue, le Parlement et les barons anglais réagissent en mettant en place une monarchie parlementaire grâce au Bill of Rights en 1689. La représentation assurée par la monarchie parlementaire permet d'assurer une stabilité politique qui va permettre au Royaume-Uni de développer son économie et ses colonies. Cependant, le non-respect de la représentation pour les colons américains va entraîner une guerre d'indépendance et la Révolution américaine de 1575 à 1783. L'État moderne britannique est donc un État parlementaire dans lequel il y a une institution représentative qui gouverne aux côtés du roi. Ces deux frises sont révélatrices de processus de création d'un État moderne qui sont dans des temporalités et des modalités différentes. Après avoir comparé la monarchie absolue qui se met en place en France et la monarchie parlementaire qui se met en place en Angleterre, on peut s'intéresser aux points de contact de ces deux histoires nationales afin de voir l'influence qu'a eu l'Angleterre sur la France et inversement. Ce qui apparaît dans un premier temps, c'est l'influence du modèle français sur les rois anglais. En effet, Charles Ier est envieux de la monarchie absolue qui est en train de se renforcer en France depuis Henri IV et avec Louis XIII. A l'inverse, le Parlement qui a bien connaissance de la politique absolutiste de ces rois français veut absolument éviter ce processus qui vise à renforcer le pouvoir du roi. Ainsi, on peut expliquer partiellement bien sûr la première révolution anglaise
par la connaissance de la monarchie française voisine à la monarchie anglaise, qui montre un exemple à suivre pour le roi anglais et un exemple absolument à éviter pour le Parlement. A l'inverse, l'exécution de Charles Ier en Angleterre va avoir un effet de modération en France. Les nobles français sont effrayés par ce régicide, et dans un contexte par exemple comme la Fronde, qui est une opposition de la noblesse face à la monarchie, on va avoir une certaine modération des oppositions au roi, car on a peur d'en arriver là, d'arriver à l'exécution du roi. Cette crainte de régicide va être favorable à la monarchie absolue, puisqu'on va avoir des oppositions au roi français qui vont se limiter d'elles-mêmes. Cette monarchie absolue renforcée va de nouveau inspirer un monarque anglais, Jacques II, et comme précédemment, le Parlement va s'opposer à ce projet, ce qui cette fois va aboutir sur la mise en place de la monarchie parlementaire. Une monarchie parlementaire britannique qui va remettre en question le modèle français de la monarchie absolue, notamment grâce aux écrits d'intellectuels comme Voltaire, qui vont en faire l'éloge de cette monarchie parlementaire et de la représentation. Comme on l'a vu précédemment, l'intervention française pour aider les indépendantistes américains à causer des dettes à la monarchie française, ce qui l'affaiblit. À cela s'ajoutent les réflexions intellectuelles que provoque la Révolution américaine sur le régime républicain et la remise en question d'un roi en tant que tyran. Ces différents éléments d'affaiblissement de la monarchie française et de remise en question vont aboutir, entre autres raisons que vous verrez l'année prochaine, à la Révolution française en 1789. Ce que nous avons fait ici, c'est que nous sommes passés d'une histoire comparée, où nous comparions en mettant à côté les frises chronologiques, c'est-à-dire les processus historiques qui ont mis en place les États modernes en France et en Angleterre, à une histoire connectée, une histoire globale, c'est-à-dire en s'intéressant aux points de contact entre deux histoires nationales. Ici, on observe en fait des processus d'aller-retour, où des événements qui se passent en France ou en Angleterre vont avoir de grandes influences sur son pays voisin. Ce terme permettait donc de comprendre que l'histoire n'était pas simplement une multitude d'histoires nationales qui coexistaient de manière parallèle, mais au contraire, de bien comprendre que chaque histoire nationale n'est pas simplement une succession d'événements, mais un ensemble complexe d'influences et de réactions face aux autres sociétés et à leur propre histoire. Pour comprendre l'histoire, comme on l'a vu avec la méthode notamment sur les sujets de dissertation, il faut poser des bornes spatio-temporelles afin de comprendre plus facilement un phénomène. La frise chronologique permet de représenter simplement un processus historique d'un espace et d'une temporalité. Et on se rend compte effectivement que quand on s'intéresse aux points de connexion et aux influences entre plusieurs histoires nationales, on a un rendu qui est assez complexe, qui n'est pas forcément abordable, notamment pour des élèves de seconde. Mais il est particulièrement important pour vous qui voyez tout particulièrement l'histoire nationale française dans le contexte de l'éducation nationale, que cette histoire nationale française est le fruit d'une multitude de contacts et d'influences d'autres sociétés. Afin de comprendre ce concept d'histoire mondiale qui met en avant que toutes les sociétés et tous les espaces sont connectés, je vous encourage à vous rappeler ce que nous avons vu depuis le début d'année, que ce soit dans le premier thème où nous avons vu la construction de civilisations et d'échanges autour de la Méditerranée, qui montrait que des innovations venaient notamment du commerce par la route de la soie avec l'Asie, ou encore lors du thème précédent où nous avons vu la première mondialisation et les influences qu'avaient les nouvelles découvertes, les métissages et les connaissances du monde. Cette conception d'histoire mondiale vise avant tout à casser un certain nationalisme. Avec l'histoire nationale, on pourrait avoir tendance à croire que seule notre histoire est importante et qu'elle est plus importante que celle des autres, et surtout qu'elle parle d'un peuple particulier qui a eu un parcours exceptionnel. Il ne faut jamais oublier que toute histoire nationale est seulement le fruit d'interférences, d'influences et de connexions avec d'autres histoires nationales. Le contexte actuel de la crise du coronavirus en est un très bon exemple, puisqu'on a une crise sanitaire qui initialement était propre à la Chine, qui s'est répandue à l'échelle mondiale et qui provoque des évolutions et des réactions différentes selon les pays. Pour clore ce thème et cette rapide ouverture sur l'histoire globale, je vous montre ici une proposition d'une frise chronologique de l'histoire du monde qui montre la complexité profonde des processus historiques à l'échelle mondiale et des connexions entre tous ces espaces et toutes ces sociétés. Si effectivement l'Angleterre et la France se sont influencées dans la construction de leur État moderne, on se rend compte que ces relations entre deux pays s'insèrent dans une multitude d'autres relations et d'autres points de contact qui permettent de comprendre notre monde actuel. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions sur ces sujets
assez complexe. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions et de bonnes vacances.